Bonjour, moi tout le monde. Je me présente, je m'appelle Benmelouk Hajat, donc interne au CHP Moulay Abdullah. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un cas clinique sur la prééclampsie et la prise en charge comme il faut. Donc, et comment ça se passe au niveau de notre centre hospitalier. J'ai choisi de vous présenter un cas clinique parce que je trouve que c'est plutôt plus faisable et plus pratique que justement on a présenté juste un sujet. Oui, j'ai choisi le scénario d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de Madame N, âgée de 29 ans, primigeste et adressée à 33 semaines d'aménorrhée pour prise en charge d'une prééclampsie qui est sévère. La grossesse s'est déroulée normalement jusqu'à là et la précédente consultation prénatale à 29 semaines d'aménorrhée n'avait montré aucune anomalie. Donc, ce jour-là, Madame N a présenté brutalement des céphalées violentes, des douleurs en barre épigastrique et des phosphènes qui l'ont amenée à consulter. Comme vous voyez, la première slide, il y en a quelques informations qui sont mises en rouge. 33 semaines d'aménorrhée, la prééclampsie sévère, des céphalées qui sont violentes, des douleurs en barre épigastrique et des phosphènes. Donc, on va voir pourquoi on a mis ces informations en rouge. Oui, donc l'examen d'entrée, comme c'est l'habitude, on commence toujours par un examen qui est clinique. On surveille l'état de la conscience du patient ainsi que l'état hémodynamique. Donc, tout ce qui est hémodynamique, c'est la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, etc. Donc, pour notre femme, on a une absence de plainte fonctionnelle au niveau de l'examen avec une pression systolique entre 160 et 170 mm de mercure. La diastolique entre 100 et 110 mm de mercure. Un poids de 65 kg avec 51 kg avant la grossesse, ça veut dire qu'il y a une prise de 65, 51, 65, ça veut dire qu'elle a pris 14 kg avec une prise de poids de 3 kg depuis une semaine. La hauteur utérine est de 25 cm et on a 3 croix d'albuminurie à l'avant de l'aide. Donc, selon cette observation-là, quels sont les signes cliniques qui témoignent d'un syndrome de prééclampsie? Donc, avant d'entamer la prééclampsie, il faut premièrement savoir bien qu'est-ce que ça veut dire une hypertension artérielle et sa relation avec la grossesse. Donc, classiquement, pour l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, peut se classer en 4 types. Donc, le premier type, c'est la prééclampsie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une prééclampsie? Ça veut dire un tableau d'HTA survenant au 3e trimestre chez une femme qui est primipare, sans antécédent vasculo-rénal, donc qui va guérir l'HTA. Cette hypertension artérielle va guérir directement dans le postpartum, ou c'est une maladie qui est exclusivement gravidique. Le deuxième tableau, c'est celui de l'HTA chronique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un tableau de HTA chronique au cours de la grossesse?
Ça veut dire que ah, on a une préexistence d'une hypertension artérielle à la grossesse, mais parfois qui est méconnue avant. Ce diagnostic est à évoquer en cas de découverte d'une hypertension artérielle avant la 20e semaine d'aménorrhée. Le troisième tableau, c'est celui de l'HTA chronique avec une prééclampsie qui est surajoutée. Et le quatrième type, c'est l'HTA gravidique labile ou dite transitoire, donc qui apparaissent uniquement lors des grossesses. Donc, l'hypertension artérielle gravidique, ça veut dire l'existence chez une femme enceinte à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Donc, il faut bien saisir la grossesse, l'âge de la grossesse de la femme. Parce que selon l'âge, on peut définir. Est-ce qu'il s'agit soit d'une hypertension artérielle gravidique, soit d'une prééclampsie. Donc, si on a une HTA qui existe chez une femme enceinte à partir de 20 semaines d'aménorrhée, d'une pression artérielle systolique qui est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique qui est supérieure ou égale à 90 mm de mercure isolée, sans protéinurie, donc on est directement devant le tableau d'une hypertension artérielle qui est gravidique. Alors, la prééclampsie, donc qu'est-ce que ça veut dire une prééclampsie? Ça veut dire l'association d'une hypertension artérielle gravidique avec une protéinurie qui est supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures ou supérieure à 2 croix à la bandelette urinaire. Donc c'est cette observation-là, les signes cliniques qui vont témoigner un syndrome de prééclampsie, c'est l'hypertension artérielle, la pression artérielle systolique qui est supérieure à 140 mm de mercure. Revenons à l'examen, donc la pression systolique était entre 160 et 170 mm de mercure, donc c'est l'indice numéro 1. La pression artérielle diastolique est supérieure à 90 mm de mercure, donc lors de notre examen, on a la diastolique entre 100 et 110 mm de mercure, c'est l'indice numéro 2, et une protéinurie, donc pour la bandelette urinaire, il doit être égal à ce qu'on a au niveau de l'examen de l'entrée. On a 3 d'albuminurie à la bandelette. Ça veut dire c'est un autre indice surajouté, la protéinurie et des œdèmes apparus au 3e trimestre. Donc, pour les œdèmes, c'est un critère qui n'est pas assez spécifique parce qu'on peut avoir des prééclampsies avec des œdèmes qui sont dites secs. Donc, le 3e critère, ça dépend. Ok. Les signes fonctionnels. Donc, les signes fonctionnels, ce sont les signes qu'on a écrit, on a mis en rouge en gras. Ce sont les céphalées violentes, ce sont les douleurs en barre épigastrique et les phosphènes. Donc, les céphalées violentes ainsi que les phosphènes, ce sont des manifestations qui sont neurologiques de cette prééclampsie, alors que la douleur en barre épigastrique, ce sont des manifestations qui sont abdominales et qui témoignent surtout, il faut chercher l'existence d'un hématome sous-capsulaire du foie devant la douleur en barre épigastrique. Le 3e indice, c'est la prise de poids brutale, donc de 3 kg en une semaine, et la hauteur utérine
qui était de 25 centimètres. Normalement, selon les informations qu'on a, Madame N, âgée de 29 ans, premier geste est adressé à 33 semaines d'aménorrhée. La hauteur utérine. Si vous cherchez à répondre à la question, de notre part, on vous entend très bien. C'est peut-être un problème de connexion, voilà. Donc, je crois que ça va se régler avec le temps. Donc, pour Madame N, donc, il est adressé à 33 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire que sa hauteur utérine doit être d'environ 33 cm. Alors que au niveau de notre information, on a une hauteur utérine de 25 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un témoignage d'un RCE, donc d'un retard de croissance intra-utérine. C'est une hauteur utérine qui est insuffisante pour l'âge gestationnel et c'est un élément de gravité fœtale, donc qui nécessite un diagnostic de prééclampsie. Donc maintenant on va parler sur les définitions. Donc on a dit que l'HTA, on parle d'une HTA chronique si on a une découverte de l'hypertension artérielle moins de 20 semaines d'aménorrhée. Si il n'y a pas de protéinurie, on est devant un tableau franc d'une hypertension artérielle chronique. Ça veut dire quoi, chronique? Ça veut dire qu'on a une préexistence de l'hypertension artérielle avant la grossesse. Mais cette hypertension artérielle, elle est méconnue. Et le diagnostic a été évoqué lors de la grossesse et précisément avant la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, si on a une protéinurie avec une HTA qui est apparue avant la 20e semaine d'aménorrhée, donc ici on va parler d'une prééclampsie qui est surajoutée. Donc, et si on a une HTA qui est apparue juste après la 20e semaine d'aménorrhée, pas de protéinurie. Donc ici, on parle d'une HTA gravidique. Et si on a une protéinurie qui est surajoutée, donc ici, on va parler d'une prééclampsie. Donc, la prééclampsie, c'est l'association d'une hypertension artérielle gravidique avec une protéinurie, donc selon ce tableau, apparaissant après la 20e semaine d'aménorrhée. Avec l'association d'autres signes qui sont l'œdème d'apparition brutale, donc comme ici, une prise de poids donc, de 3 kg en une semaine, une hyperuricémie, une cytolyse hépatique, une thrombopénie et un retard de croissance in utero. Donc pour la physiopathe, désolé, je vais pas lire le slide, je vais pas lire ce slide ici, mais je vais essayer de juste parler sur la physiopathologie pour donner une idée claire sur qu'est-ce que ça veut dire une prééclampsie, comment ça se passe, pourquoi on va avoir une prééclampsie, etc. Donc, la physiopathologie de la prééclampsie, elle est plutôt complexe.
Mais on va voir des notions qui sont indispensables pour comprendre ces conséquences qui sont cliniques. Donc, le principe de cette maladie, c'est le trouble précoce de la placentation. C'est l'élément clé. Donc, on a un trouble de la placentation qui va nous donner une insuffisance placentaire. Pourquoi? Par défaut d'invasion trophoblastique. Ce défaut d'invasion trophoblastique va aboutir à un défaut de la vascularisation placentaire. Qui veut dire défaut de la vascularisation placentaire veut dire une diminution du débit sanguin utéro-placentaire. Veut dire une ischémie placentaire. Donc, on est devant un tableau d'une ischémie placentaire. On va avoir un double retentissement. Donc, un retentissement sur la mère, un retentissement maternel et un retentissement fœtal. Donc, pour le retentissement fœtal, c'est assez simple. Une ischémie placentaire, ça veut dire un défaut d'apport des substances nécessaires à la croissance fœtale, diminution de l'oxygénation fœtale, une hypoxie, une souffrance fœtale qui est chronique. Donc, le fœtus doit s'adapter à cette hypoxie chronique. C'est deux résultats qui sont le premier, c'est le retard de croissance intra-utérine qui est classiquement dysharmonieux car il va toucher en premier le pôle abdominal. Alors, le deuxième, c'est l'oligoamniose. Qu'est-ce que ça veut dire l'oligoamniose? Ça veut dire qu'on a un liquide amniotique qui est inférieur à la normale. Pourquoi on va avoir ce oligoamniose? Parce qu'on va avoir une diminution de la diurèse fœtale. Donc, le deuxième retentissement, c'est celui de la mère. Donc, un retentissement maternel va entraîner une libération de substances qui sont cytotoxiques à l'origine d'une altération des endothéliums maternels et fœtaux. Les substances cytotoxiques, ça s'appelle les thromboplastines, qui vont gagner la circulation maternelle et altérer l'endothélium maternel qui va être par la suite responsable des microangiopathies thrombotiques. Pourquoi? Par altération endothéliale. Au niveau des reins, donc on va avoir des lésions endothéliales qui sont glomérulaires, qui va être responsable de la protéinurie. Il faut savoir que le glomérule a un fonctionnement qui est primordial dans la filtration rénale. Le glomérule est responsable de filtrer. Filtrer, ça veut dire quoi filtrer? Ça veut dire il ne faut pas avoir l'accès aux protéines de haut poids moléculaire dans les urines. Les protéines sont de molécules de haut poids moléculaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il reste à l'intérieur du corps humain. Mais lorsque on a une atteinte de glomérule, ça veut dire que sa filtration
n'est pas fonctionnel, ça veut dire qu'on va trouver des protéines au niveau des urines. Au niveau du foie, on va avoir des microthromboses capillaires prélobulaires qui va être responsable du syndrome HELP. L'abréviation de hémolysis, breakdown of red blood cells, elevated of liver enzyme, and low platelet count. Hémolysis, ça veut dire l'hémolyse, ça veut dire la fraction des globules rouges. Elevated liver enzyme, ça veut dire l'élévation des enzymes hépatiques. Parce qu'on va avoir une souffrance hépatique. Et low platelet count, ça veut dire on va avoir une thrombopénie. Le cerveau. Donc le cerveau, au niveau du cerveau, on va avoir des micro-angiopathies thrombotiques. À cause de quoi? De dépôts de fibrine, des odèmes, hémorragie, qui va être responsable par la suite par des accidents vasculaires cérébraux de type ischémique, de type hémorragique. Et par la suite, on va avoir des troubles de la coagulation, TIVD, avec une thrombopénie qui est souvent associée. En plus de ça, on va avoir des de artérielle. Pourquoi on va avoir une hypertension artérielle? Parce que tout simplement, on va avoir une augmentation des résistances vasculaires périphériques. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un déséquilibre entre le taux des hormones qui sont vasoconstrictrices d'une part et des hormones qui vont être vasodilatatrices d'une autre part. Et l'HTA donc, constitue une réaction de la préservation du débit utéroplacentaire. Donc, récapitulation, insuffisance placentaire, c'est l'élément clé, l'élément de base pour la maladie, la prééclampsie, d'où à un retentissement maternel et un retentissement fœtal qui est très variable. Et la maladie peut prédominer, donc soit chez le fœtus, soit chez la mère. Ainsi, le seul traitement de cette pathologie, c'est l'arrêt de la grossesse et la délivrance du placenta. Je dis par l'arrêt de grossesse, ça veut dire l'extraction et pas arrêter la grossesse de manière graduelle. C'est l'extraction et la délivrance du placenta. Parce que la cause, c'est la placenta, c'est le défaut de la vascularisation placentaire, c'est le trouble précoce de la placentation, c'est l'insuffisance placentaire. Et donc, ce slide, il présente le syndrome prééclampsique avec le retentissement sur le système nerveux central, prédominé par les céphalées, par les bourdonnements d'oreilles, par le déficit neurologique, troubles visuels, par les mouches volantes, le brouillard, la cécité, le scotum, le cœur et le poumon, par les odèmes du poumon, cyanose, polypnée, des râles crépitants, tachycardie, essoufflement. Le foie et l'appareil digestif, donc par les douleurs épigastriques et ou d'hypocondre droit, vomissement de fin de grossesse, un ictère, donc le rein, oligurie inférieure à 500 ml par jour,
des urines qui sont foncées, hématurie microscopique, protéinurie supérieure à 2 grammes ou à 4 croix, coagulation, donc des pétichies, des hémorragies digestifs, des hématuries macroscopiques, des angioragies, saignement facile au point de ponction. Et le retentissement pour le fœtus, on a une souffrance fœtale qui est de type chronique avec une petite hauteur utérine, abolition ou diminution des mouvements actifs photo, un retard de croissance intra-utérin, accouchement prématuré, souffrance fœtale aiguë, mort fœtale in utero, hématome rétroplacentaire, donc le tableau de métrorragie en absence de placenta prévia. Placenta prévia, ça veut dire que la placenta est inséré, n'est pas normalement inséré, donc il est inséré à la partie inférieure de l'utérus. L'hypertonie utérine, la souffrance fœtale aiguë, travail prématuré inexpliqué. Et pour la protéinurie, on a une protéinurie qui est supérieure à 4 croix, supérieure à 2 grammes. Donc, quels sont les autres éléments cliniques qu'il faut rechercher? Donc, pour évaluer la gravité maternelle, il faut rechercher au niveau de l'examen clinique les réflexes ostéotendineux. Donc, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont vifs? Est-ce qu'ils sont diffusés, polycinétiques, ou bien qui témoignent d'une hyper-excitabilité neurologique? La surveillance de constante réapparition des signes fonctionnels, une poussée hypertensive, la diurèse. Pourquoi la diurèse? Il faut savoir, est-ce qu'il s'agit d'un tableau d'oligurie? Parce que si il s'agit d'une oligurie, on est devant une insuffisance rénale fluide de type fonctionnel. Si jamais corrigé, il va être de type organique. Donc, impossible de la corriger après. Pour évaluer le retentissement fœtal, donc, on va parler de mouvements actifs, de l'activité cardiaque. Et pour évaluer les conditions obstétricales en vue d'une terminaison rapide de la grossesse, contraction utérine et la modification cervicale au toucher vaginal. Est-ce qu'il s'agit d'un toucher vaginal avec un utérus qui est ouvert ou pas? Donc, les critères de sévérité de la prééclampsie. Se sont classés dans le groupe de prééclampsie sévère. Donc, les patients présentant au moins un des signes suivants. Une tension artérielle systolique qui est supérieure à 160 mm de mercure. Une tension artérielle diastolique qui est supérieure à 110 mm de mercure. Une protéinurie qui est supérieure à 3 grammes par 24 heures, oligurie inférieure à 400 ml par 24 heures, un HELP syndrome, éclampsie des céphalées rebelles, des troubles visuels persistants, un œdème pulmonaire, RCU et un oligoamniose. Donc, revenons à notre patiente. Donc, la patiente, elle présente une prééclampsie sévère. Pourquoi une prééclampsie sévère? Parce que, premièrement, on a une pression systolique qui est entre 160 et 170 mm de mercure. Donc, alors que au niveau de la définition de la prééclampsie sévère, on parle d'une prééclampsie sévère si l'HTA une pression, si on est devant un tableau d'HTA qui est sévère, ça veut dire la pression artérielle systolique est supérieure à 160 mm de mercure, alors qu'on a ici 160 à 170.
une pression artérielle diastolique qui est supérieure à 110 mm de mercure. On a une diastole qui est entre 100 et 110. Donc, on est devant un tableau d'HTA qui est sévère. Et une hauteur utérine de 25 cm, témoignant un retard de croissance intra-utérin. Donc, ça veut dire un retentissement qui est fœtal. Et des troubles neurologiques qui sont rebelles, des céphalées violentes, des phosphènes. Donc, quel examen complémentaire à demander? Pour éliminer les complications, quelles que soient maternelles ou fœtales, donc il faut compléter par un bilan qui est biologique, un bilan radiographique et un enregistrement cardio-topographique. Donc, pour la biologie, donc on va demander le groupage Rhesus, DRAI, une NFS avec les plaquettes, créatinémie, uricémie, acide urique, le TP et la TCA, avec les facteurs de la coagulation, fibrinogène et délimère, azat, alat, LDH, et la protéinurie quantitative sur échantillon, puis sur 24 heures. Donc, pourquoi? Donc, le groupage Rhesus, si jamais on est devant une métrorragie, on est cataclasmique, par exemple, avec perte de sang, donc la première intervention se fait, c'est de rajouter le sang, et pour ce, il faut toujours savoir le groupe Rhesus ainsi que la présence des RAI. Les néfestes et les plaquettes pour éliminer une thrombopénie ou un HELP syndrome, créatinémie, uricémie avec l'acide urique pour savoir le statut rénal, éliminer une insuffisance rénale en cours d'installation, TP, TCA, facteur de la coagulation fibrinogène et dédimère, donc pour éliminer une coagulopathie qui est ultérieure, notamment la CIVD, azat, alat, LTH, donc dans le cadre du syndrome HELP, dans le cadre de HELP syndrome, donc l'hémolysis, donc c'est l'hémolyse, ça veut dire la présence des schizocytes et l'augmentation de l'LTH et la diminution de l'aptoglobine, donc la diminution de l'aptoglobine, l'augmentation de l'ADH, l'augmentation de la bilirubine, ainsi que la présence des schizocytes au niveau des frottis sanguins. Donc, tous ces critères sont en faveur d'un hémolyse. Low platelet count, ça veut dire la thrombopénie qu'on peut savoir donc, à partir de l'NFS, et le dosage des plaquettes au niveau d'un tube qui est citraté pour éliminer tout une thrombopénie, une fausse thrombopénie, et les elevated liver enzymes. Ça veut dire que l'azat et alat vont être augmentés, témoignant une insuffisance hépatique. Et enfin, la protéinurie, donc quantitative sur échantillon, puis sur 24 heures, pour savoir l'existence d'une insuffisance rénale aiguë. La radiographie, donc on va faire une échographie obstétricale avec biométrie fœtale, donc pour savoir
Est-ce qu'il s'agit d'un retard de croissance intra-utérin qui commence toujours par être désharmonieux? Une évaluation de la quantité de liquide amniotique pour éliminer notamment un oligoamnios. La position et l'aspect du placenta, si on a une placenta prévia qui est surajoutée. Un Doppler utérin, ombilical et cérébral fœtal pour savoir la vivacité du fœtus ou pour éliminer une mort fœtale in utero. Enregistrement cardio-tachographique. Donc, l'enregistrement, on ne peut pas faire un enregistrement cardio-tachographique que seulement à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Est-ce qu'il s'agit d'une tachycardie? Est-ce qu'il s'agit d'une bradycardie? Est-ce qu'on est devant une contraction utérine? Est-ce qu'on est devant une souffrance fœtale aiguë nécessitant une extraction, nécessitant une intervention chirurgicale le plus tôt possible? Donc, toutes ces informations, on peut les savoir à partir du tracé du cardio-tachographe. Donc, après éclampsie, on a un double retentissement, donc un retentissement maternel avec des complications. La plus spectaculaire, c'est celle de la crise d'éclampsie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une éclampsie, c'est une crise convulsive qui est généralisée tonico-clonique. La complication d'hématome rétroplacentaire, de la coagulation intravasculaire disséminée, de HEP syndrome, d'insuffisance rénale aiguë, avec dans les cas extrêmes une nécrose corticale, un hématome sous-capsulaire du foie, OAP et autres, comme une hémorragie cérébrale, hémorragie rétinienne, une insuffisance cardiaque et un décès maternel. Le fœtus, le retard de croissance intra-utérin, la mort fœtale in utero, prématurité induite, oligo ou anamnios, la souffrance fœtale aiguë et la souffrance fœtale chronique. Commentez les résultats. Donc, on a pour notre patiente, on a fait un bilan complet qui a montré une protéinurie à 5,7 grammes par litre, une uricémie à 453 micromoles par litre, un retard de croissance intra-utérin sévère avec poids fœtal estimé à 1 gramme 400. Donc la normale à 33, c'est de 2 grammes. À 33 semaines d'aménorrhée, c'est environ de 2 grammes. Oligo, 200 grammes. 200 grammes. Un retard de croissance intra-utérin sévère avec un poids fœtal estimé à 1400 grammes. Ça veut dire 1 kg et 400. Normalement, à 33 semaines d'aménorrhée, le fœtus doit mesurer environ 2 kg, 2 kg. Oligoamnios, donc le Doppler utérin montre une incisure protodiastolique, ça veut dire une baisse du flux sanguin dans l'une ou les deux artères qui irriguent l'utérus pendant la grossesse, bilatérale franche et une diminution de la vélocité diastolique.
Ça veut dire le flux de globules rouges. Le reste du bilan biologique, le Doppler ombilical et le Doppler cérébral, fœtal et l'enregistrement cardio-topographique sont normaux. Donc, comme commentaire de ce bilan, donc la protéinurie à 5,7 grammes par litre. On a une hyperuricémie et un retard de croissance intra-utérin qui est sévère avec un oligoamniose qui sont des signes de gravité imposant une extraction fœtale à brève échéance. Donc, la protéinurie supérieure à 5 grammes par litre et la créatinine qui est supérieure à micromoles par litre, ça appartient à des signes de la prééclampsie sévère avec une atteinte rénale qui est sévère, ainsi que le RCE et l'oligomyose faisant appartient à la prééclampsie sévère dans le tableau du retentissement fœtal. Donc il faut d'urgence faire une extraction. Donc l'altération du Doppler utérin, donc il annonce un risque potentiel de complications aiguës, surtout celui de l'hématome rétroplacentaire et l'éclampsie. Il n'y a pas de signes cliniques, il n'y a pas de signes biologiques ou cardiotocographiques de gravité qui est immédiate. 3 semaines d'aménorrhée. On peut proposer la temporisation de 48 heures. C'est quoi la temporisation? Ça veut dire de 48 heures, ça veut dire le temps qui est nécessaire à l'action d'un traitement corticoïde pour prévention de la maladie des membranes hyalines et pour la maturation donc pulmonaire du fœtus. Donc, notre conduite à tenir devant notre patiente qui présente un tableau de prééclampsie sévère. Donc, premièrement, on va hospitaliser. Donc, hospitalisation avec prise de voie veineuse périphérique, un monitoring avec une surveillance de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la diurèse, des réflexes ostéotendus, la surveillance des signes cliniques, des signes fonctionnels par la part elle-même, un bilan pré et une consultation pré-anesthésique. À 33 semaines d'aménorrhée, donc il faut faire une injection de corticothérapie pour, premièrement, avoir une maturation pulmonaire et secondairement prévenir la maladie hyaline. Voie veineuse de gros calibre, sonde urinaire avec une surveillance étroite de conscience, de pouls, de la tension artérielle, de la respiration, de la diurèse et du RCF. Le traitement médical immédiat, donc qui dit HTA, dit antihypertenseur. Donc, selon le cas, pour certains, la perfusion d'albumine pour corriger éventuelle hypovolémie et les œdèmes ainsi que les anticonvulsivants, le sulfate de magnésium notamment, donc pour prévenir une éclampsie. Le traitement obstétrical, c'est la terminaison de la grossesse. Donc, en général, à 33 semaines d'aménorrhée, donc on va attendre plutôt la maturation pulmonaire et précipitarienne.
Le traitement, c'est la terminaison de la grossesse, c'est la délivrance de la placenta. La discussion porte sur le moment exact dans cette forme sans signe de gravité immédiate à 33 semaines d'aménorrhée. Il est logique de temporiser 48 heures pour permettre au traitement de corticoïdes d'atteindre son efficacité optimale. Donc, pour les objectifs de la prise en charge de la femme, premièrement, on va stabiliser la tension artérielle, évaluer l'état maternel et fœtal à la recherche des signes de gravité qui sont supplémentaires, rechercher les sites d'extraction qui sont urgentes et accélérer la maturité pulmonaire. Hospitalisation, repos, surveillance, traitement, expansion volémique, apport hydrique modéré entre 500 et 1000 cc. La surveillance repose sur les moyens simples, la tension artérielle, la diurèse, l'auscultation cardiaque, l'auscultation pulmonaire, le poids, l'examen neurologique. Les antihypertenseurs. Donc, on commence par voie orale. Donc, ici au Maroc, on a 3 antihypertenseurs qui sont commercialisés pour prévenir l'HTA gravidique. On a l'aldomètre. Par voie orale, on a l'aldomètre, aldopa et l'oxène. Aldomètre, aldopa et l'oxène. Donc, ce sont 3 antihypertenseurs qui sont commercialisés pour prévenir la prééclampsie, qui vont être prescrits chez la femme enceinte. On commence par voie orale. Sinon, si insuffisant, on utilise l'oxène par intraveineux. Donc, en perfusion, en seringue autopulsée, une ampoule fait 10 cc, donc 40 cc de sérum glycosé 5%. On commence par 2 cc par heure, puis on augmente progressivement jusqu'à aboutir aux chiffres qui sont souhaités, idéalement entre 14 et 15 cm de mercure pour la max et 9 et 10 pour la minimum. Donc, lorsqu'on parle de la correction des chiffres d'hypertension, on ne cherche pas la valeur la plus optimale, mais on cherche à diminuer progressivement et pas de manière optimale les chiffres tensionnels. Donc, pour la prévention et les traitements des convulsions, on utilise le sulfate de magnésium. Donc, on prévient et on traite les signes neurosensoriels ainsi que les convulsions par le magnésium, le sulfate de magnésium. Donc, 4 grammes par intraveineux en 30 minutes et puis relais par perfusion 1 gramme à 2 grammes par heure pendant 24 à 48 heures postpartum. Et toujours la surveillance de la diurèse, des réflexes ostéotendineux, de la force musculaire, de la respiration, la saturation, la fréquence ventilatoire, l'état de conscience, trouble de l'élocution, la diplopie, le taux de la magnésémie plasmatique, si on a une insuffisance rénale ou une pathologie neuromusculaire quelconque, c'est contre-indiqué d'utiliser le sulfate de magnésium. Et pour le traitement de l'éclampsie, la mise en condition, les traitements anticonvulsivants, le sulfate de magnésium, diazépam, l'hypnovel ou le rivotril. Donc, pour l'annexe numéro 4, il correspond aux décisions thérapeutiques concernant la grossesse. Si on a une grossesse, si on a un âge
de grossesse qui est supérieur à 34 semaines d'aménorrhée, donc on va faire l'extraction fœtale. Sinon, avant 34 semaines d'aménorrhée, si arrêt de convulsion, on entretient par le sulfate de magnésium avec la corticothérapie, avec une surveillance étroite si de mal éclamptique et césarienne. Donc, la corticothérapie, pour la corticothérapie, on utilise le célestine, c'est la bétaméthasone. On donne 12 mg par injection intramusculaire, donc qui est suivie par une deuxième injection après 24 heures. Donc, la maturation pulmonaire au total prend 48 heures. En absence de signes de gravité, on prolonge la grossesse jusqu'à la maturité avec un accouchement selon les conditions obstétricales. En cas de signe de gravité, la décision en fonction de l'âge de grossesse avec un accouchement par césarienne. Les critères qui imposent une extraction dans quel que soit le terme, la tension artérielle qui est incontrôlable sous tout traitement intraveineux, signe de prééclampsie sévère et persistant, crise d'éclampsie, des métrorragies ou bien un hématome rétroplacentaire, un hématome sous-capsulaire, œdème pulmonaire, insuffisance rénale ou oligurie qui est persistante après remplissage, les plaquettes qui sont inférieures à 100 000, troubles de la coagulation et signes de souffrance fœtale au monitoring du RCF. Donc, pour le postpartum, il faut surveiller la normalisation de la tension artérielle, réduire le traitement antihypertenseur, mettre sous anticoagulant pour prévenir les thromboses. Donc, les risques persistants, surtout de la crise éclampsique, 48 premières heures, bilan rénal à 3 mois, et éviter la contraception contenant les oestrogènes. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent le risque des maladies thromboemboliques. Donc, pour le traitement utilisé ici, Aldomètre, donc le traitement, ce sont des hypotensions, des hypotenseurs artériels, iatrogènes, et deux médicaments, il faut vraiment les éviter parce qu'ils sont contre-indiqués. Ce sont les diurétiques et les IEC. Pourquoi ces deux? Donc, parce que tout simplement, la prééclampsie se caractérise par une hypovolémie maternelle. Cette hypovolémie maternelle, elle est relative. Pourquoi on a une hypovolémie? Parce que on a une fuite urinaire des protéines. Qui dit fuite urinaire des protéines veut dire une hypoprotidémie, veut dire une hémoconcentration. L'hémoconcentration, c'est elle qui va être responsable des troubles de la coagulation en plus de la thromboplastie qui va circuler au niveau du sang maternel. Et la fuite du protéine va être responsable des œdèmes. C'est pourquoi on va avoir des œdèmes par la suite, quel que soit au niveau des membres inférieurs, quel que soit au niveau du poumon. Si on utilise les diurétiques et les IEC, on va aggraver l'hypovolémie. Si on aggrave l'hypovolémie, on aggrave l'hypoperfusion placentaire. Et si on aggrave l'hypoperfusion placentaire, donc soit on induit
une souffrance fœtale aiguë, soit on va induire une mort immédiate. C'est le protocole de la prise en charge de la prééclampsie au niveau de notre centre hospitalier. On commence par poser le diagnostic. Donc, les critères de diagnostic de la prééclampsie, c'est l'association d'une hypertension artérielle qui est supérieure ou égale à 14/9 cm de mercure avec une protéinurie qui est supérieure ou égale à 300 mg par 24 heures. Donc, il faut classifier cette prééclampsie. Est-ce qu'il s'agit d'une prééclampsie qui est modérée ou bien sévère? Donc, si on a une PAS qui est inférieure à 160 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique qui est inférieure à 110 mm de mercure sans signe de gravité, on est devant le tableau de la prééclampsie mais modérée. Si on est devant un tableau de pression artérielle systolique qui est supérieure à 160 mm de mercure et ou une pression artérielle qui est diastolique supérieure à 110 mm de mercure avec au moins un critère de gravité, donc on est devant une prééclampsie qui est sévère. Le bilan initial, donc on a un bilan de retentissement maternel et un bilan de retentissement fœtal. Le retentissement maternel donc, consiste un bilan fait de NFS, ionogramme, un bilan hépatique et un bilan de CRAS. Un bilan de retentissement fœtal fait d'échographie, d'écho-Doppler et du RCF. La prise en charge, donc on va avoir une prise en charge qui est générale, qui consiste sur l'hospitalisation maternelle, le remplissage vasculaire prudent, la maturation si l'âge gestationnel il est inférieur de 34 semaines d'aménorrhée, et la prise en charge spécifique. Donc, si on a une prééclampsie qui est modérée, on commence par un traitement hypertenseur parfois oral de base d'aldomètre. Sinon, on est devant une prééclampsie sévère. On surveille la diurèse. Donc, on commence le protocole d'Oloxène et l'introduction de sulfate de magnésium pour la prévention d'une éventuelle éclampsie. Pour la surveillance, donc la surveillance maternelle se fait cliniquement pluriquotidiennement. Donc, il est basé sur l'état de conscience, la pesée, la répartition des odèmes, les signes fonctionnels de l'hypertension artérielle, les signes prémonitoires de l'éclampsie, la diurèse horaire, le monitoring de la tension artérielle et la biologie. La surveillance fœtale, les mouvements actifs fœtaux, les bruits cardiaques fœtaux, le rythme cardiaque fœtal à partir de 31 à 32 semaines d'aménorrhée, écho-Doppler et le Manning. Donc, les critères d'arrêt de grossesse, deux tableaux, donc soit une prééclampsie modérée, soit une prééclampsie sévère. Donc, pour la prééclampsie modérée, avec un âge gestationnel qui est supérieur à 36 semaines d'aménorrhée, il faut envisager l'arrêt de la grossesse. Si on est devant une prééclampsie qui est sévère, l'âge de grossesse inférieur de 24 semaines d'aménorrhée, interruption médicalisée de la grossesse, donc 34 semaines d'aménorrhée, l'extraction et la surveillance maternelle et fœtale. Maternelle, cliniquement, on envisage une extraction
c'est si on a une HTA non contrôlée, éclampsie, un OAP, douleur épigastrique, un hématome rétroplacentaire, biologiquement et une insuffisance rénale. Et pour le fœtus, donc les critères d'extraction, et si on a un reverse flow, une décélération, le RCF et un retard de croissance intra-utérin. Pour le protocole d'utilisation du sulfate de magnésium, donc le magnésium normalement pour la forme et la présentation, donc c'est une ampoule à 15% pour 10 millilitres. Donc une ampoule égale 1,5 g égale 10 millilitres. Pour la conservation se fait au frais et au milieu sec à l'abri de la lumière. Les indications obstétricales, donc traitement de cas de prééclampsie sévère et d'éclampsie, la posologie et le protocole d'utilisation. Donc par voie intraveineuse, on a deux doses, dose de charge et dose d'entretien. Pour la dose de charge, donc de 4 de 4 grammes, donc soit 3 ampoules en intraveineuse lente à passer en 20 à 30 minutes, donc 250 ml de sérum glucosé à 5%, et pour la dose d'entretien, 1 à 2 grammes par heure, soit une ampoule, donc 100 ml de sérum salé ou de sérum glucosé isotonique par heure pendant 24 heures, ou encore mettre 4 ampoules, donc 500 cc à passer en 5 heures. Pour la surveillance, donc on a une fiche de surveillance par la suite. Donc on surveille les réflexes ostéotendineux. Donc ce sont les premiers signes d'un surdosage par le sulfate de magnésium, c'est la disparition des réflexes ostéotendineux, surtout le réflexe rotulien. La fréquence respiratoire qui doit rester supérieure à 16 mouvements par minute, une diurèse qui est supérieure à 25 ml par heure, pour et tout, parce qu'on a un risque d'hypotension, matériel d'intubation à proximité et l'antidote qui est immédiat du surdosage, c'est le gluconate de calcium. On donne 1 gramme en intraveineux long. Donc pour les effets secondaires imposant l'arrêt de la perfusion, c'est la fréquence respiratoire qui est inférieure à 16 par minute. Donc, on est devant le tableau d'une dépression respiratoire, une diurèse qui est inférieure à 25 ml par heure, abolition des réflexes ostéotendineux, autres nausées, sensations de chaleur, somnolence, diplopie, asthénie, troubles de l'élocution et les céphalées. La contre-indication de l'utilisation du sulfate de magnésium sont la myasthénie, l'insuffisance respiratoire, la cardiomyopathie et l'oligoanurie. Donc, pour les précautions d'emploi, il faut se méfier lors d'un traitement préexistant par inhibiteur calcique. En cas d'injection rapide, on peut observer une baisse de la pression artérielle systémique. Si insuffisance rénale, donc la réduction de la dose d'entretien par 2, se méfier de risque d'inertie utérine. Et en cas de surdosage, il faut utiliser l'antidote qui est le gluconate de calcium. Donc la dose est de 1 gramme en intraveineux, tout en surveillant la fréquence respiratoire, mais très rarement on observe un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque. Il est recommandé à chaque utilisateur de confectionner des kits contenant le sulfate de magnésium, de gluconate de calcium, de lidocaïne 2% et des seringues qui sont jetables. Donc, pour le protocole de la surveillance après l'administration de sulfate de magnésium, donc un petit rappel, la dose d'attaque est de 4 grammes par 20 minutes à raison de 1 gramme par 5 minutes.
Et la dose d'entretien, c'est de 1 à 2 grammes par heure. C'est la perfusion d'entretien. Donc, on surveille l'état de conscience, la tension artérielle, la présence ou l'absence des réflexes ostéotendineux, la fréquence respiratoire, donc, qui doit être supérieure à 16 cycles par minute, la saturation en oxygène, la diurèse, donc qui doit être supérieure à 30 cc par heure. Si anomalie des réflexes ostéotendineux, de la fréquence respiratoire ou bien de la diurèse, donc il faut se précipiter et injecter l'antidote qui est le gluconate de calcium, donc à raison d'1 gramme, ça veut dire une ampoule, et la perfusion de sérum salé 9% en intraveineux sur 2 à 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va être dans le tableau de l'hypotension artérielle. L'aldomètre, donc c'est l'ordonnance type pour l'hypertension artérielle. Aldomètre 500, un comprimé, donc 3 fois par jour. Soit aldomètre, soit aldopa, soit loxène. Et merci. Merci beaucoup, docteur. C'était une excellente présentation. Tabakallah. Allah yaïshkoum wa yahfakoum. Maintenant, nous allons donner la parole à nos invités, des étudiants et des médecins qui sont là, s'ils souhaitent poser des questions à l'intervenante, docteur Hajar. Donc voilà, il y a des questions qui sont adressées au docteur Hajar. Je vais leur lire. Voilà, donc il y a certains qui demandent pourquoi on donne les antagonistes calciques. C'est Amal Agir. Et aussi une autre question sur la césarienne. Non, pour la première pas question. Les antagonistes, les anticoagulants. D'accord, allez-y. Pourquoi on donne des anticoagulants? Parce qu'il y avait, c'était écrit en des anticoagulants dans un slide. Je ne me rappelle pas où exactement. Oui, les anticoagulants, c'est en postpartum, je pense. Le slide du postpartum. C'est ça. Le slide 22. Mettre sous anticoagulant pour prévenir les thromboses. Donc, commencer déjà par... donc, on commençait déjà la prééclampsie, donc il est caractérisé par une CIVD, ça veut dire un trouble de la coagulation. CIVD, c'est une coagulation intraveineuse qui est disséminée. Et en postpartum, la femme va rester un petit peu donc sans marcher, et c'est inclusant un environnement qui va favoriser en plus de la prééclampsie un trouble thromboembolique. C'est pour ça qu'on va donner des anticoagulants pour à la fois prévenir les thromboses et ne pas être responsable d'un risque
thromboembolique. Et à la fois, il faut éviter la contraception par les oestrogènes. Normalement, il y avait, dans le HELP syndrome, il y avait une thrombopénie. Et aussi, il y avait Oui, des un microthrombes. Donc, il y a thrombopénie. une consommation. Donc, Consommation, il y a une oui. Et pourquoi Oui, anticoagulant consommation, oui. ultérieurement, s'il y a tout ça, à part l'allaitement et la marche qui diminue? Parce que le phénomène de la prééclampsie, il faut savoir que on est dans un tableau de perte excessive des protéines. Donc, je m'attends à la fois une hémoconcentration, qui dit une hémoconcentration, ça veut dire que les éléments figurés de sang, notamment les plaquettes, vont être en consommation. Et on va avoir des agrégats via les plaquettes. Les agrégats des plaquettes, ils vont être responsables de thrombopénie lors de la numération. Lors de la numération des globules blancs, globules rouges, les plaquettes vont être consommées. Et là, suite à cette hémoconcentration, donc qui dit une protéinurie, dit une perte excessive des protéines, dit une diminution de la pression oncotique, dit une désodème, dit une hypovolémie, dit une hémoconcentration, dit des thrombopénies, dit une coagulation intraveineuse disséminée et dit un risque de thrombose. Merci, docteur. Pardon. Je vous en prie. Alors voilà, merci docteur pour votre réponse. Donc, je signale juste à cette étudiante ou cette participante, parce que j'arrive pas à préciser son niveau, déjà pour l'abréviation AC, ça veut dire antagoniste calcique, autrement dit des inhibiteurs. Elle a dit Aldomètre et c'est déjà une bonne question pour la poser d'autre part, pour savoir pourquoi, parmi tous les antihypertenseurs, on a choisi Aldomètre. Pourquoi ne pas choisir d'autres? Et là, c'est très bien de comprendre pourquoi. Et donc, nous allons passer à une autre question. Alors, la question suivante, il y a pas mal de questions. Donc voilà, quelles sont les indications de la césarienne dans la prééclampsie? Pour les indications de la césarienne, justement, j'ai déposé une annexe là-dessus. Voilà. Si jamais on a des critères d'extraction, donc qui sont les suivants. Une extraction. Donc, qui sont les suivants? Donc, si on a une TA qui est incontrôlable sous traitement intraveineux, des signes de prééclampsie sévère et persistant, des crises d'éclampsie, des métrorragies ou un hématome rétroplacentaire, un hématome sous-capsulaire, des odèmes pulmonaires, insuffisance rénale ou une oligurie persistante après remplissage, des plaquettes qui sont inférieures à 50 000, des troubles de la coagulation, des signes de souffrance fœtale au monitoring du RCF, on a recours à l'extraction. Donc l'extraction, ça peut être soit par voie basse, soit par césarienne, par voie basse. Si jamais on a eu une grossesse à terme, si jamais on a une modification, une modification cervicale, ça veut dire un utérus qui est court, qui est antérieur, qui est ouvert. Donc ici, on a recours à la voie basse. Sinon, s'il y a jamais, je dis jamais, de possibilité d'avoir un recours à la voie basse, donc ici,
on fait un accouchement par césarienne. Et l'accouchement par césarienne, il faut deux choses. Donc, il faut donc soit maintenir la grossesse à 48 heures pour à la fois éliminer ou éviter la maladie hyaline avec une maturation pulmonaire par l'introduction de la corticothérapie. Donc la bêta-méthasone, 12 mg par intramusculaire suivi d'une deuxième injection après 24 heures. Donc ça veut dire une césarienne après temporisée 48 heures. Donc si c'était plus de 34 semaines d'aménorrhée avec avec des critères qui nécessitent une extraction fœtale, donc on va faire une extraction fœtale par césarienne, donc le plus tôt possible. D'accord, merci Dr Hajar. J'espère que la participante ou le participant qui a posé cette question a eu la réponse et il a bien compris. Bien, donc s'il vous plaît, par quoi peut-on expliquer la CIVD? Donc la CIVD et la CIVD, coagulation intraveineuse disséminée, donc physiopathologiquement, on peut l'exprimer et l'expliquer par le retentissement maternel et par le recours des thromboplastines au niveau de la circulation maternelle. Donc, les thromboplastines, normalement, ne doivent pas gagner la circulation maternelle parce qu'ils sont cytotoxiques. Ce sont des substances qui sont toxiques, donc qui vont altérer l'endothélium et elle va être responsable au niveau de la circulation maternelle d'un trouble de coagulation, notamment une coagulation intraveineuse qui est disséminée. D'accord, merci. Donc, le principe, c'est cette thromboplastie qui va permettre de favoriser la survenue des phénomènes responsables de la CIVD. Eh bien, donc, les autres questions. Donc, apparemment, la participante a bien compris. Très bien. Donc, Sally, s'il vous plaît, docteur, j'ai bien compris, ou bien il voulait dire, j'ai pas compris la notion de phosphène. Les phosphènes, ce sont des manifestations qui sont neurologiques. Donc, des manifestations qui sont neurologiques dues à une traction du vitré sur la rétine. C'est un phénomène qui se traduit donc par la sensation de voir une lumière, ou bien par l'apparition des taches au niveau du champ visuel. D'accord, merci. Eh bien, donc, si une patiente qui n'a jamais consulté vient pour la première fois avec des chiffres tensionnels élevés, comment peut-on différencier entre HTA gravidique et pré-éclampsie après 20 semaines d'aménorrhée? Non, il dit que préexistante, HTA gravidique est préexistante. Si une patiente qui n'a jamais consulté vient pour la première fois avec des chiffres tensionnels élevés, comment différencier entre l'HTA gravidique et préexistante après 20 semaines d'aménorrhée? Pour répondre à cette question, donc on va revenir au slide. Oui, donc numéro 5. Donc pour l'HTA, l'HTA chez la femme enceinte,
Donc, on a dit qu'il s'agit de 4 tableaux, de 4 types. Donc, c'est le tableau de la prééclampsie, de l'HTA chronique, de l'HTA chronique avec prééclampsie qui est surajoutée et l'HTA gravée qui est la bile, ou dite transitoire. La prééclampsie, donc, si jamais on a une HTA qui va apparaître après la 20e semaine d'aménorrhée avec une protéinurie qui est surajoutée, on parle de la prééclampsie. Mais s'il s'agit d'une HTA qui va apparaître avant la 20e semaine d'aménorrhée, c'est une HTA qui est chronique. Ça veut dire qu'avant la grossesse, la patiente il souffre toujours d'une hypertension artérielle. Mais ça était méconnu juste à la grossesse. L'HTA a manifesté. Donc, c'est ça la différence entre une HTA qui est gravidique et une HTA qui est chronique. C'est l'apparition, premièrement, et deuxièmement, c'est la préexistence de l'hypertension artérielle avant la grossesse. Et troisièmement, ce qui est primordial, c'est que la prééclampsie ou l'HTA gravidique va disparaître et guérir dans le postpartum, alors que l'hypertension artérielle qui est chronique, il ne va jamais guérir après l'arrêt de la grossesse. Après la délivrance, il ne va jamais guérir. C'est ça c'est la différence entre l'HTA chronique et l'HTA gravidique. Oui, donc jamais arrêter. Ça sera facile, bien sûr, le diagnostic si on suit la patiente, ça veut dire dès le début de sa grossesse. Mais maintenant, par exemple, on parle d'une femme qui n'a jamais consulté, n'a jamais mesuré sa tension artérielle, et du coup, elle se retrouve, par exemple, au centre de santé 3e trimestre, et on mesure les chiffres tensionnels, on retrouve qu'ils sont élevés. Donc, comment faire la part des choses? Est-ce que le diagnostic est rétrospectif, ça veut dire après l'accouchement, ou bien on peut différencier? Oui, il va être rétrospectivement. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Je pense normalement que les chiffres sont corrigés. Donc, il y aura des symptômes, donc des céphalées, des fessées. Sinon, on aura juste une HTA grade 1, ça veut dire donc une HTA systolique à 15 ou bien des systoliques à 10. Donc, la patiente peut vivre avec. Si les chiffres sont trop élevés, il y aura sûrement des symptômes. D'accord. Merci. Et j'ai une deuxième question. Quel est l'intérêt pour différencier entre les deux dans la prise en charge? Est-ce qu'il y a une différence dans la prise en charge ou bien c'est la même chose? C'est juste question d'évolution. Non, c'est juste une question d'évolution. Et surtout en postpartum. D'accord, c'est bien compris, merci. Je vous en prie. Quelle est la contraception favorisée dans le postpartum d'une patiente avec une prééclampsie? En général, il faut proscrire la contraception par oestrogène parce qu'il favorise surtout les thrombus. Donc, tout ce qui est maladie thromboembolique va favoriser. Hein. Donc, en général, pour les patientes, pour la contraception, on va donner les microprogestatifs. Merci, docteur. Et pour les DE, surtout ceux en cuir?
c'est la même chose. Donc, il faut prévenir tout ce qui est oestrogénique. Et les dispositifs qui vont avoir, donc soit l'oestrogène, soit l'oestrogène plus le progestatif, il faut les éviter. D'accord, merci bien. Non, je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, si on examine la patiente et on retrouve l'hématome sous-capsulaire du foie, est-ce que le Oui. traitement, c'est l'expulsion placentaire ou bien il y a une autre chose à faire? L'hématome rétroplacentaire du foie, l'extraction, voilà. Mais tu peux, زعما كاينة l'extraction, ça sera la solution la plus idéale pour l'hématome. Donc, dès qu'on fait l'extraction, tous les problèmes se résolvent. زعما ماشي ماشي زعما directement Oui, bien après sûr, l'extraction. c'est la solution, la solution. Oui. Quel que soit l'âge de station, donc on doit faire une extraction. Quel que soit l'âge de la patiente. Non, l'âge de station et l'âge de fétus. Non, ماشي quel que soit l'âge. هيا على حسابها هو l'annexe اللي درنا ديما on revient à l'annexe par exemple هنايا selon l'annexe كيقول لك إلا كانت l'âge de la grossesse inférieure à 34, il faut maintenir la grossesse le plus tôt pour avoir une maturation pulmonaire. Si jamais il aura une césarienne, donc sans acquérir une maturation pulmonaire, tu risques de tuer l'enfant. يعني غتجبديه بلا une maturation, c'est un risque. يعني tu temporises 48 heures, tu donnes la corticothérapie l'injection le premier jour après 24 heures qu'à dire la deuxième injection une maturation au niveau du poumon وحد كدير l'extraction par césarienne. Alors, donc on était avec la question. Moi, je m'excuse, mon téléphone est déchargé. Est-ce qu'elle a corrigé la question par rapport à la comparaison entre l'HTA gravidique ou la pré-éclampsie? Oui, on a déjà répondu à cette question. Excellent, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Décidure. Alors, donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons donner la parole au docteur Hajar si elle souhaite faire un résumé. Il y a encore une dernière question de Mustafa. Est-ce qu'on peut utiliser les bêta-bloquants dans le traitement d'hypertension? Y a-t-il des effets sur la grossesse en cours? Les bêta-bloquants, صراحة, il n'y a pas de prescription des bêta-bloquants dans le centre hospitalier. Selon la littérature, il y a plusieurs antihypertenseurs qui sont autorisés. On a les inhibiteurs classiques
la nicardipine, l'oxine, les vasodilatateurs, des hydralazines, népresol, les bêta-bloquants, notamment la bétalol et l'athénolol, les antihypertenseurs centraux, clodinine, catapressant et les méthyldopa, c'est comme l'aldomètre qu'on utilise. Au courant, à notre centre hospitalier, on utilise juste l'aldomètre, ou bien aldopa qui sont des méthyldopa, ça veut dire des antihypertenseurs qui sont centraux, et la loxène, la nicardipine, l'inhibiteur calcique. À part ça, on n'utilise pas les bêta-bloquants. Non. Et même les vasodilatateurs, on n'a pas recours ni vasodilatateurs ni bêta-bloquants. Mais ça, je nie pas que c'est qui n'existe pas dans la littérature. Ça existe dans la littérature, mais on n'a jamais travaillé avec. Docteur Hajar, s'il vous plaît, dans le même cadre le traitement, il a jamais une patiente prééclamptique ou plus diabétique. يعني diabète déséquilibré. Donc le traitement حتى هو inhibiteur classique ولا كنبدلو بشي traitement آخر. J'ai pas bien compris. Il y a diabétique, prééclampsie plus diabète déséquilibré. Il y a bien diabète déséquilibré. زعما le traitement ديال لا en fait شنو كنعطيو les antihypertenseurs centraux. دابا في الاول في لا فوا اورال كنحطوهم سوا سو الدوميت سوا الدوبا. وقتاش تنعطيو لوكسين سي جامي لوكسين كومبريمي سي جامي الا كانوا هاد الجوج ما لقاوهمش في لا فارماسي باسكو هنايا هنا اشاك فوا كتلقى سوا الدوميت ما كايناش سوا الدوبا ما بقاتش سوا لي فارماسي ما عندهمش يعني ما كاينش لا الدوبا لا الدوميت دونك تما كاينه كتعطي الركور لوكسين تعطيه 20 ديك الساعه 20 ملغ تعطي واحد دو كومبريمي بار جور ما تتكترش فيهم مي في الاول tu l'as mis sous aldomètre un comprimé 3 fois par jour et tu بالنسبه للديابيت ديك الساعه tu régules يعني واش soit juste pour le régime, soit tu vas introduire l'insulinothérapie. Donc, tu prends la patiente en entité. Comment je peux dire tu traites les deux à la fois. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Les seuls médicaments qui sont contre-indiqués de manière absolue, les diurétiques, les IEC et le régime sans sel. Trois choses qui sont vraiment contre-indiquées de manière absolue. Et là, ils vont aggraver l'hypovolémie à la fin. Parce que la prééclampsie, il s'agit d'une hypovolémie. علاش حيت ما كاينش لي بروتيين دونك غتكون عندنا واحد l'hypovolémie. Si tu donnes des diurétiques ou bien des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, de soit un régime qui est censé, tu vas aggraver l'hypovolémie avec un autre risque d'aggravation d'hypoperfusion placentaire. Et un autre risque des complications qui sont graves et très sévères. قد تمشي حتى لا مور الله يستر. Très bien, donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donner la parole au docteur Hajar si elle souhaite faire un résumé. Sinon, nous lui remercions
au nom de l'Association internationale des étudiants en médecine, d'avoir animé cette soirée, une excellente présentation sur la pré-éclampsie qui sera, Inch'Allah, enregistrée et mise sur la chaîne YouTube de l'association, dont vous pouvez revoir la présentation le moment que vous voulez. On a commencé par la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, comme définition des classes, donc c'est l'association d'une HTA, donc hypertension artérielle avec une protéinurie qui est surajoutée. Pour les signes cliniques, on est devant soit des signes fonctionnels, soit des signes physiques. Donc, les signes fonctionnels, ce sont les signes qui vont rapporter la femme, la patiente fait des céphalées, des troubles visuels, des acouphènes, des douleurs épigastralgiques, en barre, douleurs au niveau de l'hypocondre droit, des nausées, des vomissements. Les signes physiques, aggravation de l'HTA, aggravation brutale des odèmes, une oligurie, des réflexes ostéotendineux qui sont vifs. Pour les signes biologiques, protéinurie qui est supérieure à 5 grammes par 24 heures, créatinémie qui est élevée, supérieure à 135 micromoles, créatinémie qui est élevée, supérieure à 135 moles par litre, hyperuricémie qui est supérieure à 360 micromoles, et thrombopénie inférieure à 100 000, hémolyse avec la présence des schizocytes au niveau des nephrotis sanguins et TH élevé, hépatoglobine qui est effondrée et une bilirubine qui est augmentée, acidolyse hépatique. Des signes échographiques, donc fait de retard de croissance en intra-utérin, oligoamnios, donc avec un Doppler ombilical et cérébral qui est anormal. Pour la prise en charge, l'hospitalisation, la voie veineuse périphérique, donc les complications, donc il faut surveiller la patiente à ne pas les faire sans l'éclampsie, l'hématome rétroplacentaire, le syndrome de HELLP, troubles de la coagulation, accident vasculaire cérébral, hémorragie cérébro-ménagée, décollement de rétine, odème aigu de poumon, insuffisance rénale aiguë, parfois avec une nécrose corticale. Pour le fœtus, c'est la souffrance fœtale chronique, la souffrance fœtale aiguë, la mort in utero, prématurité qui est induite. C'est pour ça la valeur de la surveillance et pour le traitement. Donc, une hospitalisation, un repos au lit classiquement en décubitation latérale gauche, un traitement qui est anti-hypertenseur parentéral. Classiquement, on utilise les inhibiteurs classiques. En cas de signes neurologiques, on prévenait les crises d'éclampsie par l'introduction de sulfate de magnésium, en intraveineuse sous surveillance qui est rapprochée. Et pour le traitement étiologique, c'est l'arrêt de la grossesse. C'est le seul traitement qui est étiologique. La décision d'extraction fœtale est en fonction du terme et de la sévérité du tableau maternel et aussi de la souffrance fœtale. Donc, avant 34 semaines d'aménorrhée, la prise en charge doit être, si possible, conservatrice en absence de complications avec une surveillance maternelle et fœtale étroite, au moins pendant 48 heures. Donc, le temps d'instaurer une corticothérapie prénatale et d'organiser un éventuel transfert maternel-fœtal. Donc, au moindre signe de gravité maternelle et ou fœtale, donc il faut faire une extraction fœtale. Le plus souvent, c'est par césarienne. Si jamais après 36 semaines d'aménorrhée, même en absence de signe de gravité, il faut envisager la naissance, donc soit après déclenchement, soit par césarienne. Et les mesures associées,
un régime qui est monosodé, riche en calcium et en magnésium, prévention des complications qui est thromboembolique, les bas de contention, la kinésithérapie, les anticoagulants, et la kinésithérapie donc, en cas d'allaitement qui est prolongé, et la surveillance, donc la surveillance maternelle, la surveillance biologique, la surveillance fœtale. Donc, clinique consiste sur le contrôle régulier de la tension artérielle, donc un traçage d'une courbe de tension, recherche quotidienne des signes fonctionnels de gravité, les céphalées, les troubles visuels, les douleurs épigastriques à type de barre, métrorragie, réflexe ostéotendu, le poids, donc une fois par jour, mesure quotidienne de la diurèse, surveillance biologique, l'hémoglobine, les plaquettes, CPTC, afibrillogène, créatinine, uricémie, azate, alate, LDH, bilirubine totale, aptoglobine, schizocyte et la protéinurie de 24 heures. La surveillance fœtale, donc par enregistrement du rythme cardiaque fœtal 2 ou 3 fois par jour, évaluation quotidienne des mouvements actifs fœtaux, échographie obstétricale 1 à 2 fois par semaine, donc voir la vitalité fœtale et le score de Manning, quantité de liquide amniotique, le Doppler ombilical et le Doppler cérébral. Donc, si la persistance de l'HTA et de la protéinurie à 3 mois, donc il faut faire un avis spécialisé pour bilan vasculo-rénal qui est complet. Donc, en cas de prééclampsie sévère et précoce, il faut rechercher des anticorps antiphospholipides avec un bilan de thrombophilie qui est congénital, déficit en antithrombine, protéine S, protéine C, résistance à la protéine C activée, mutation de facteur 5 Leydin et du facteur 2. Risque de récidive lors d'une prochaine grossesse inférieur à 10%. Donc, ce risque est cependant plus élevé chez les patientes ayant une néphropathie, une thrombophilie ou bien une pathologie qui est thrombotique sous-jacente. Et pour la prévention de la prééclampsie, en cas d'antécédent de prééclampsie, il faudra, lors de la prochaine grossesse, instituer dès le premier trimestre de la grossesse et le plus précocement possible un traitement préventif par aspirine, donc jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée. Et merci. Merci infiniment, docteur. C'était une excellente présentation. Barakallahu fikum. On a pu vraiment apprendre pas mal de choses et que vous avez aussi focalisé sur la partie pratique, sur vos protocoles que vous utilisez dans votre centre hospitalier. C'était, Inch'Allah, bien présenté. De ma part, je tiens à vous remercier au nom de toute l'association, comme je suis le président de celle-ci. Je souhaite bon courage pour la suite et excellente formation pour nous tous. Allah yahfadkoum. Si quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose, il est le bienvenu. Sinon, nous pouvons mettre fin à cette présentation qui sera certainement, Inch'Allah, enregistrée et sera mise sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup à vous tous pour votre présence et nous allons vous inviter prochainement à une autre formation animée par une professeure agrégée en pneumologie, Inch'Allah, sur la dyspnée, la conduite à tenir devant une dyspnée aiguë. Vous allez voir l'annonce et le CV du professeur. Vous allez voir la date précise de cette formation, Inch'Allah. Alors, donc, je vous dis à la prochaine présentation et à plus tard. Bonne fin de soirée à vous tous. Bye bye.